Eh bien, écoutez, je reprends un petit peu mon mot d'accueil, bien sûr, pour vous dire que je ne serai pas parmi vous pour cette formation, mais je suis bien sûr très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette formation qui est consacrée donc au dossier unique d'admission, le DUA, dit plus facilement, et qui va être positionné sur Via Trajectoire pour aider et nos usagers et bien sûr leurs aidants qui souvent sont là pour les épauler au moment de ces demandes. Cette formation elle a été pensée pour vous, bien sûr, les usagers, les familles, les aidants, afin de vous aider à mieux comprendre cet outil et à l'utiliser plus facilement dans vos démarches. Le DUA a un objectif très simple. Il vous évite de refaire les mêmes dossiers. Vous savez, quand on parle du parcours de combattant, je disais tout à l'heure que ce parcours du combattant, bon, c'est quand même pas très agréable de l'entendre et encore moins de le vivre. Donc, je pense que quand on cherche une place dans un établissement ou un service médico-social, ce dossier, effectivement, ce DUA va permettre de n'avoir qu'un à remplir et de pouvoir figurer dans tous les établissements. Et ainsi, on va aussi suivre vos démarches et bien sûr mettre à jour bien plus facilement la situation que vous avez mise sur le DUA. C'est bien sûr par l'ARS régionale du Grand Est, le département de la Marne et la MDPH aussi de la Marne. Notre département fait partie des territoires pilotes pour le déploiement de ce dispositif dans le Grand Est. Donc, c'est une vraie dynamique collective au service d'un accompagnement bien plus simple, bien plus fluide pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants, leurs proches. Nous savons que les démarches administratives, et nous l'entendons à chaque fois, peuvent être parfois compliquées, fatigantes, décevantes. Et c'est pourquoi nous souhaitons que ce nouvel outil rende les choses bien plus simples, plus accessibles et plus pratiques pour chacun. Donc, cette formation, c'est aussi un moment pour poser, pour découvrir les différentes étapes du dossier et vous permettre d'être plus à l'aise avec Via Trajectoire. Je voudrais ici remercier les équipes de Pulsi et tous les professionnels mobilisés pour vous accompagner dans cette mise en place. Je vais enfin vous souhaiter, bien sûr, une très bonne formation, de bons échanges tout au long de ce webinaire. Et je vous remercie effectivement d'y participer. Je pense que vous allez passer une très bonne après-midi et qu'effectivement, vous serez incalable sur le DUA que nous mettons en place et dont nous sommes effectivement, je veux dire, fiers de pouvoir faciliter vraiment toutes les démarches administratives pour nos usagers. C'est bien là notre souci majeur. À vous féliciter tous d'être avec nous pour effectivement pouvoir après utiliser ce document que la Marne va inaugurer et sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Mais maintenant, il faut qu'il soit lisible pour tous et utilisé par tous. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. Je sais que c'est du travail, mais je pense que voilà. Et n'hésitez pas à poser les questions. Vous avez les professionnels qui sont là pour vous aider et je vous en remercie à tous et toutes. Bon après-midi à chacun et chacune. Merci beaucoup. Donc, Monique Dorgueil, notre présidente déléguée à la MDPH et première vice-présidente du département en charge du handicap. Donc, moi, je suis Caroline Vaillant, je suis la directrice de la MDPH. Je suis accompagnée pour la MDPH d'une part de Jérémy Deplace, qui est votre accueillant pour les personnes qui sont sur place, notre chargé de communication et qui coordonne aussi ce projet. Et j'ai vu se connecter notre administratrice fonctionnelle, Jennifer Voluère, donc, qui est membre de notre équipe. On travaille évidemment sur tout ce moment avec les équipes de Pulsi et je vais laisser désormais la parole à votre animatrice qui va vous expliquer les modalités et qui vous présentera le DUA. Alors, dans l'organisation aussi, vous dire que moi, je suis dédiée au chat. Donc, toutes les questions qui seront posées via le chat, je vais les collecter et régulièrement, j'interpellerai notre animatrice pour lui dire qu'on a des questions. Donc, sentez-vous libre de les écrire ou de lever la main. Hein. Vous pouvez lever la main et ma collègue vous le présentera. Et puis, sur place, vous avez aussi Jérémy pour faire la régulation si vous avez besoin de prendre la parole. En tout cas, l'objectif, c'est effectivement, et notre présidente l'a dit, c'est que ce soit interactif aussi et que ça vous soit un moment qui vous appartienne. Voilà. Donc, je laisse. Voilà, c'est là. Caroline, est-ce que tu nous entends bien? Oui, oh, fort et clair. Je vous entends bien. Bonjour à tous, bonjour mesdames pour ce mot d'introduction. Je suis Nassima Benaïch, la chargée de mission Via Trajectoire Grand Est. Et donc, c'est moi effectivement qui vais animer cette session, vous présenter le DUA. Alors,
Au tout départ, je vais vous présenter un diaporama pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que le DUA et on va surtout faire du pratico-pratique. On va vraiment créer notre dossier d'admission depuis Via Trajectoire. Donc surtout, comme l'a dit Madame Vaillant, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Vous levez la main, vous posez vos questions dans l'onglet Conversation et j'y répondrai avec plaisir. Alors, je vous partage mon écran pour le petit diaporama. Pouvez-vous juste me confirmer que vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? C'est parfait, impeccable. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc sur le DUA. Il faut savoir que le national a mis en place cet espace dans Via Trajectoire qui vous est dédié. Cela va éviter en fait de constituer plusieurs dossiers papier auprès des différents établissements. Au final, vous allez constituer un seul dossier et l'envoyer depuis Via Trajectoire vers différents établissements. C'est déjà le point positif. Plus besoin d'écrire plusieurs dossiers papier sur les différents établissements. Donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que Via Trajectoire, qu'est-ce que le DUA, comment compléter ce dossier unique d'admission. Donc, ça, on va faire vraiment du pratico-pratique. Oui, vous avez une question? Oui, il y a une question? Très bien, donc je poursuis. Alors, Via Trajectoire, c'est vraiment un service numérique en ligne qui permet en fait de créer, de constituer votre dossier d'admission. Et sur ce dossier, sur cet espace qui vous est réservé, vous allez également retrouver toutes les décisions d'orientation que la MDPH aura actées donc pour l'usager, pour vous ou l'un de vos aidés. Sur ce dossier, vous allez pouvoir également retrouver les réponses des établissements. Vous allez pouvoir interagir avec les différents établissements et suivre vos décisions d'orientation. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter, par rapport à qu'est-ce que Via Trajectoire et à quoi ça va vous servir au final? Non, ça va. D'accord. On a une question. Est-ce que Via Trajectoire est réservé aux personnes âgées ou bien tous les usagers incluant enfants, mineurs, etc., tout dossier MDPH? Alors, c'est une très bonne remarque. Alors, effectivement, Via Trajectoire est constitué d'un espace dédié aux usagers sur une partie grand âge et sur une partie réservée aux usagers en situation de handicap. Donc, il est réservé à la fois aux personnes âgées et à tout autre usager ayant besoin, par exemple, d'un EHPAD, d'une résidence autonomie ou un usager en situation de handicap, lui permettant donc de faire des demandes d'admission dès lors qu'il aura bien sa décision d'orientation. Il faut bien avoir sa décision d'orientation pour constituer son dossier depuis Via Trajectoire. Ça, c'est très important. Je vous en prie. Alors, au niveau, donc pour avoir ces codes d'accès, sur la décision d'orientation, aujourd'hui, la MDPH vous indique comment accéder à Via Trajectoire. Donc, vous avez le lien, on le verra tout à l'heure, et vous avez différentes fonctionnalités. Alors ici, sur mon diaporama, vous allez voir, tout est repris, mais moi, je vous propose qu'on aille directement faire du pratico-pratique sur la plateforme et savoir comment se connecter et comment constituer son dossier. Vous verrez tous les éléments dont je vais aborder cet après-midi, vous les retrouverez sur ce support qui vous permettra de reprendre les différents éléments pas à pas. Et dans le temps de transition, le temps d'aller directement, une autre question de Gauthier. Une orientation scolaire en impro se fait via ce dossier. Donc, est-ce que pour les orientations scolaires, on passe par ce dossier? Pour les orientations IM-Pro. En IM-Pro, pardon, en IM-Pro. Tout était accroché. Je me disais, c'est bizarre en impro. Alors, en IM-Pro, effectivement. Oui, effectivement. Donc, vous aurez une orientation qui sera dédiée. Donc, oui, vous pourrez constituer votre dossier d'admission depuis la plateforme. Merci. Tu as une question dans la salle? Oui. Je vous écoute. Je suis mandataire judiciaire. J'ai un accès pro à Via Trajectoire. Pour les personnes âgées, est-ce qu'il sera développé pour les personnes handicapées ou je devrais faire un dossier personnel comme si j'étais l'usager
pour chacun de mes dossiers? Alors, tout dépend si vous êtes salarié d'une structure en tant que mandataire ou si vous êtes mandataire libéral. Mandataire libéral. Donc, vous pourrez accéder à Via Trajectoire, tout comme vous le faites pour vos usagers du grand âge, en accédant dossier par dossier et en les accompagnant, donc dossier par dossier, via la plateforme que je vais présenter. Alors, actuellement, moi, je bénéficie d'un accès professionnel pour mon accès grand âge. D'accord. Donc, c'est parfait. Si vous avez un accès professionnel, eh bien, votre référent Via Trajectoire pourra vous octroyer de nouvelles habilitations qui vont vous permettre d'accompagner l'usager dans la constitution de son DUA. On pourra reprendre cette partie accompagnant professionnel si vous le souhaitez. Vous pourrez me recontacter par mail parce que je propose des formations dédiées aux accompagnants professionnels. D'accord. D'accord? Donc, vous aurez vraiment un tableau de bord dédié de tous les usagers que vous accompagnez, tout comme le grand âge, du coup. Alors, je repartage mon écran, mesdames, messieurs. Donc, aujourd'hui, pour se connecter à Via Trajectoire, depuis n'importe quel navigateur, n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Via Trajectoire et vous prenez surtout celui où c'est indiqué site officiel pour les particuliers. C'est très important de prendre le bon lien, parce que quand vous allez taper Via Trajectoire, souvent vous allez avoir des pages publicitaires qui vont venir en amont. Alors venez vraiment cliquer sur le lien Via Trajectoire, site officiel pour les particuliers. Une fois que vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur cette page sur laquelle il y a déjà pas mal d'informations. Sur la partie de gauche, vous allez retrouver un annuaire. Par exemple, vous allez pouvoir consulter tous les établissements de France, que ce soit pour les établissements qui accueillent des usagers en situation de handicap, ou les établissements du grand âge, ou les centres hospitaliers. Lorsque la MDPH vous aura donc donné la décision papier, vous allez pouvoir vous connecter et cliquer sur le lien « Créer, gérer mon dossier ». À ce moment-là, une autre fenêtre va s'ouvrir. Et ici, attention, parce qu'elle concerne deux catégories de demandes. La première partie, elle va concerner les demandes en EHPAD. Pour vous, ça sera vraiment la partie inférieure. Je dispose d'une orientation en MDPH et à partir de là, je viens cliquer sur la fonctionnalité « Accéder au suivi des décisions ». Est-ce que ça va jusque-là, mesdames, messieurs? Impeccable. Oui, ok. Et donc là, je peux valider. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Excusez-moi. On travaille à l'UDAF de la Marne et nous, on a déjà un accès sur le Via Trajectoire pour les demandes en EHPAD, Oui. mais ça ne se présente pas du tout de cette façon-là, en fait. Non, il vous faut de nouvelles habilitations. C'est ce que je disais tout à l'heure à votre collègue. En tant que professionnel accompagnant, vous devez avoir l'habilitation, elle se nomme accompagnant PH non médical. Donc, cette interface-là, et en tout cas cette formation-là, c'est pour ça qu'elle est dédiée aux usagers avec le module et l'interface usager. Tout à l'heure, voilà, ma collègue vous disait qu'il y avait des formations spécifiques justement pour les professionnels parce que votre interface, c'est un peu comme pour celui de la MDPH, n'est pas le même que pour les usagers. Donc, de fait, vous trouvez un décalage naturel là. Dans ce qui est proposé, on est vraiment sur le visuel usager. Mais ce sera les mêmes. Par la suite, j'imagine que ça ressemblera à ce que nous, on va avoir en tant que professionnels. Oui, tout à fait. La porte d'entrée est différente, mais le déroulé et les modalités de complétude du dossier à l'intérieur seront les mêmes. Mais c'est vraiment la première interface qui diffère entre les professionnels et les usagers. D'accord, merci beaucoup. Merci, Madame Vaillant, pour la précision. Je vous en prie. Donc, je disais… Pardon? Oui, est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. Oui, en fait, un dossier qui est déjà existant avec des notifications qui sont là depuis quelques années, il y a des renouvellements à faire. Est-ce qu'il faut créer un dossier ou est-ce qu'il est déjà créé?
Alors, c'est une très bonne remarque. Alors, effectivement, vous qui avez une ancienne décision d'orientation, vous n'avez pas du coup vos codes d'accès sur l'ancienne décision d'orientation. Sachez que si vous avez besoin de solliciter de nouveaux établissements, oui, vous pouvez créer ce dossier depuis Via Trajectoire et solliciter de nouveaux établissements, par exemple, si vous n'aviez pas encore fait de demande avec l'ancienne décision d'orientation. Ça concerne vraiment que les nouveaux établissements, mais pas des renouvellements, par exemple. Ah non, excusez-moi, effectivement, si vous avez un renouvellement, donc les établissements que vous avez sélectionnés sont déjà au courant de votre demande, ont sûrement placé votre demande en liste d'attente, par exemple. Donc là, les renouvellements ne seront pas concernés par la création d'un nouveau dossier. Sauf si on veut changer d'établissement. Si vous souhaitez, par exemple, oui, on peut imaginer dans le cadre, je ne sais pas, d'un déménagement ou si vous souhaitez solliciter de nouveaux établissements, oui, vous pouvez le faire à partir de la plateforme Via Trajectoire. Et la MDPH pourra vous donner vos codes d'accès si vous le souhaitez. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Alors, je poursuis. Donc, j'ai cliqué sur ma petite fonctionnalité et j'arrive sur cette page de connexion. Donc, comme je vous l'ai dit, mesdames, messieurs, vous devez disposer de la décision d'orientation. Pourquoi? Parce que vous allez devoir ici indiquer certains éléments qui vont se trouver sur la décision d'orientation. Vous allez sélectionner la MDPH. Donc, pour vous, ça sera le 51. Moi, sur ma plateforme test, c'est la MDPH de l'autre. Donc, vous allez sélectionner la MDPH du 51, donc la MDPH de la Marne qui se trouve ici. Vous allez indiquer ici le numéro de dossier qui figure sur votre décision d'orientation. Et vous allez indiquer ce qu'on appelle le mot de passe. Le premier mot de passe, mesdames, messieurs, c'est un mot de passe un petit peu générique. C'est la date de naissance, jour, mois, les 4 chiffres de l'année et la première lettre majuscule du nom de naissance et la première lettre minuscule du premier prénom. Alors, je vais mettre ça en lecture. Donc, moi, c'est un usager qui est né le 10 avril 2014, ayant pour nom de famille Jean et pour prénom Julie. Donc, le premier J en majuscule et le second J en minuscule. Et ensuite, vous verrez, vous serez invité, bien évidemment, à changer ce mot de passe. Je clique sur « Me connecter ». J'ai fait une petite erreur. C'est sur le mot de passe, je pense, vous avez mis 2021, pas 2014. Ouais. Merci pour votre vigilance. Voilà, je trouve ça va aller mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, la première fois que vous vous connectez, vous devez valider les conditions générales pour utiliser la plateforme. Donc, vous prenez connaissance de ces conditions et tout en bas, vous cliquez sur « Je valide ». Et à partir de là, eh bien, vous arrivez sur votre espace particulier où vous allez avoir différents onglets. Le premier onglet, le dossier unique d'admission. Alors, vous voyez, pardon, là d'emblée, la plateforme me demande de changer de mot de passe parce que vous aviez un petit mot de passe générique. Donc, on va mettre un nouveau mot de passe de suite. C'est exactement ce qui va se passer pour vous quand vous allez vous connecter. C'est obligatoire, ça? Le changement de mot de passe, oui, ça sera obligatoire. Ok, merci. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un mot de passe générique pour tout le monde. Donc, pour éviter que quelqu'un d'autre se connecte à votre dossier, eh bien, vous serez invité à changer ce mot de passe. Bien. Je vais le faire de suite. Vous renseignez votre adresse mail. Et je mets à jour les informations. Et donc, aussitôt, vous allez voir, lorsque vous vous connecterez à la plateforme, il y a ce qu'on a mis en place, la double authentification pour sécuriser l'accès. Donc, vous allez recevoir par mail un code de connexion que vous allez copier-coller.
Alors, dans le chat, pendant qu'il y a le copier-coller, on a des questions individuelles sur le fait de ne pas réussir à se connecter. Ce que je vais vous proposer pour que collectivement on puisse avancer, c'est qu'on avance sur la présentation et qu'on revienne à la fin. Moi, je note au fil de l'eau et qu'on y revienne à la fin sur ce qui peut être vu en visio et en collectif. Et sinon, on vous expliquera comment avoir le soutien de Pulsi si vous avez une difficulté qui perdure. Donc, pour les personnes dans le chat, ne vous inquiétez pas, je note. Donc voilà, je me suis connectée donc à mon dossier. Ce dossier il est constitué de 4 onglets. Le dossier unique d'admission, le volet Mes décisions et demandes, l'onglet annuaire, l'onglet Mon compte et l'onglet Besoin d'aide. Sur le premier onglet, donc le fameux DUA, le dossier unique d'admission, vous allez avoir 3 volets à compléter. Les informations administratives, le volet parcours personnel et le volet autonomie et vie quotidienne. Vous voyez ici, on a des petits curseurs rouges. Ces curseurs indiquent que les dossiers ne sont pas complétés. Lorsqu'on aura progressivement complété notre dossier, les petits curseurs vont passer en vert pour dire que le dossier est bien complété. Donc, sur la partie administrative, vous aurez des informations qui seront déjà implémentées par les éléments récupérés par la MDPH. Vous allez pouvoir modifier ces éléments s'ils ne sont pas à jour. Par exemple, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, vous allez pouvoir les modifier. Donc ici, la personne qui renseigne le dossier, soit vous-même, soit l'aidant, un aidant familial qui peut compléter donc le dossier à la place de l'usager s'il n'est pas en capacité de le faire. Donc là, on va dire que c'est moi-même. Donc, je vérifie les informations. Ici, tout est à jour, c'est parfait. Si j'ai besoin de changer l'adresse postale, eh bien, je la supprime et je remets la nouvelle à la place. Ici, le code postal, on va mettre que c'est la ville de Troyes. Ensuite, sur la plateforme, vous devez renseigner au moins un numéro d'une personne à contacter. Soit c'est vous-même, donc vous renseignez votre numéro de téléphone, soit vous pouvez également enregistrer le parent 1, le parent 2 ou les représentants légaux qui pourront être notifiés des retours des établissements. Donc, pour renseigner les parents, par exemple, eh bien, on va renseigner le parent 1. Vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir. Il suffit tout simplement de compléter les champs. Et excusez-moi, Oui, c'est monsieur. obligatoire ça? De compléter les coordonnées des parents? Oui, parce que dans mon cas, j'ai plus de parents. Non, ce n'est pas obligatoire. Du coup, dans votre cas, c'est vous-même la personne à contacter. Du coup, vous cliquez ici « Me contacter moi-même » et vous mettez votre numéro de téléphone. Tout simplement. Okay. Tout simplement, oui. Là, ça sera surtout pour des personnes mineures, par exemple. Voilà, les personnes mineures. Et par exemple, s'il y a des personnes qui sont sous mesure de protection, eh bien, le mandataire, par exemple, va pouvoir ajouter ses coordonnées. Donc ici, spécifier le type de mesure, indiquer son nom, son prénom et surtout le numéro de téléphone sur lequel on pourra le joindre, ainsi que son adresse mail. Madame Prieux, dans le chat, je pense que ça répond à votre question. L'aidant peut être un éducateur qui remplit le dossier, par exemple. Ça peut être un autre aidant et qu'il se signale en tant que tel, comme ça vient d'être présenté. Alors, par contre, ce nouveau service remplace le dossier MDPH à renouveler tous les 2 ans ou plus. Non, on est après la décision de votre dossier. La CDAPH a pris à statuer, vous a notifié une décision et Via Trajectoire intervient après. Donc, dès lors que la notification vous est arrivée. Par contre, toutes les étapes préalables à la demande de dossier lié à la compensation du handicap ne changent pas. C'est un outil pour l'après-décision. J'enregistre. Donc là, toutes les informations que je viens de compléter, donc le premier volet, je l'ai bien complété, je viens cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Et là, vous voyez, le petit curseur est passé au vert parce que tous les éléments sont bien complétés sur cette première partie. Et je bascule sur le volet parcours personnel. Donc là, en fait, vous allez retrouver plusieurs questions
avec des cases à cocher et toujours un encart champ libre si vous souhaitez argumenter la réponse. Ce n'est pas obligatoire d'argumenter cette réponse, mais si vous le souhaitez, au moins vous avez ce petit champ. Alors, la première question concerne la situation familiale. Je vis seule, je vis avec des colocataires, je vis en couple, je vis avec ma famille, je vis en famille ou en foyer d'accueil. Je vais cocher. Donc là, comme je vous l'ai dit, ici, vous pouvez ajouter du texte supplémentaire pour des situations particulières, par exemple. La deuxième question, c'est un champ libre sur vos activités de loisirs. Là, on va dire que cette jeune fait de la natation, par exemple. La troisième question, elle va concerner les établissements, les ESMS, les établissements médico-sociaux que vous avez fréquentés ou que vous fréquentez. Donc là, la première question, actuellement, êtes-vous accompagné par un établissement médico-social? Ou l'avez-vous été par le passé? Donc oui ou non. Et ici, dans l'encart champ libre, eh bien, vous pouvez mettre le listing de quel type d'établissement, quel établissement, par exemple, vous a accompagné ou par quel établissement vous êtes actuellement accompagné. La quatrième question, elle va concerner uniquement les usagers qui sont concernés par cette question. La scolarité actuelle, est-ce que je suis concernée? Oui, non. Alors, si c'est oui, je vais indiquer mon cursus scolaire. Est-ce que l'enfant actuellement est en maternelle, en école élémentaire, en collège, en lycée, etc. Donc là, je mets école élémentaire. Ensuite, répondre à les différentes questions. Est-ce que l'usager bénéficie d'un soutien Ulysse, des dispositifs un peu particuliers? Donc là, vous pourrez cocher les petites cases qui correspondent et vous avez un encart champ libre. La cinquième question, elle va concerner la situation de l'usager, s'il est concerné, bien évidemment. Alors, je suis concerné, oui, non. Si c'est oui, vous allez devoir indiquer si vous exercez un emploi. Et si vous exercez un emploi, est-ce que c'est en milieu ordinaire? Est-ce que c'est en ESAT? Est-ce que c'est dans une entreprise adaptée? Ou est-ce que vous êtes en apprentissage? Donc, vous allez pouvoir cocher la case qui correspond. Et également indiquer si vous travaillez à temps plein, temps partiel, et toujours le petit encart champ libre si vous souhaitez apporter des précisions à votre réponse. La sixième question, elle va concerner le parcours de soins. Je suis concernée? Oui, non. Si je suis concernée, à ce moment-là, il faudra répondre également à des questions. Est-ce que vous autorisez les établissements que vous avez sélectionnés à contacter votre médecin traitant, par exemple, si l'établissement a besoin d'informations complémentaires? Donc là, vous allez pouvoir cocher oui ou non. Et puis, vous allez indiquer les coordonnées de votre médecin traitant, docteur Intel, au moins un numéro de téléphone pour que l'établissement puisse le contacter au besoin. Donc ici, c'est vous qui choisissez si c'est oui, si c'est non. Ensuite, vous allez pouvoir indiquer s'il y a des médecins spécialistes qui vous suivent. Donc, si c'est oui, si c'est non. Si c'est oui, donc pareil, est-ce que l'établissement est autorisé à contacter le médecin spécialiste si besoin? Et toujours cet encart champ libre. Ensuite, la question dans la même thématique va concerner vos antécédents médicaux et hospitaliers. Ici, mes antécédents, j'ai été hospitalisée, je souffre d'une maladie chronique ou je prends un traitement tous les jours. Donc, je vais pouvoir l'indiquer. Là, par exemple, dans mon exemple, je suis diabétique. Je vais noter que je suis diabétique. La septième question, c'est un petit peu vos attentes vis-à-vis de la structure, des structures. Qu'est-ce que vous attendez des structures? Pourquoi vous les avez sollicitées? Donc ici, vous pourrez expliquer pourquoi vous avez sélectionné tel ou tel établissement. Et enfin, sur le point 8, vous pouvez ajouter toute autre information complémentaire que vous estimez importante pour les établissements. Donc, si vous mettez « Je suis concerné », vous allez avoir ici un champ libre et vous allez pouvoir mettre quelque chose de supplémentaire pour les établissements. Ce n'est pas obligatoire, c'est si vous le souhaitez. À partir de là, vous enregistrez le second volet
Et on bascule sur le troisième et dernier volet à compléter, qui concerne Oui, pardon, je vous écoute. Moi, j'ai une question. Oui, bien sûr. Je me demandais s'il il fallait forcément répondre à l'ensemble des questions pour pouvoir valider chaque fiche. Alors, il faudra répondre aux questions sur lesquelles vous allez avoir un astérix. Là où il y a un astérix, ce sont des réponses obligatoires qui sont attendues. Pour le reste, ce n'est pas obligatoire. Mais plus vous aurez d'éléments complétés, et plus vous aurez une réponse plus rapide des établissements pour éviter les allées et venues, que l'établissement vous dise vous n'avez pas complété la question 2, vous n'avez pas complété la question 3. Donc, plus vous allez apporter d'éléments à l'instruction du dossier, et plus vite vous aurez une réponse de la part des établissements. Mais d'avoir des manquements, ça ne nous empêchera pas de finaliser le dossier et de pouvoir le valider. Exactement. Là, vous allez pouvoir le valider. Tant que la plateforme ne vous dit pas « il manque un élément », vous pouvez valider votre dossier. D'accord, merci beaucoup. D'accord ? Tant que les trois curseurs sont au vert, vous pourrez sélectionner les établissements. Une question aussi, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je viens de faire la démarche en ligne, mais en fait, ça concerne uniquement un service d'orientation et l'établissement, un service médico-social. Moi, c'est pour mon fils qui est en AESH scolaire. Ça ne correspond pas du tout le dossier. On me demande de créer un dossier avec un institut médico-légal et compagnie. Enfin, je ne suis pas concerné par le… Je ne comprends pas bien la procédure. Oui, effectivement, pour pouvoir compléter ce DUA, vous devez disposer d'une décision d'orientation qui émane de l'AMDPH pour votre fils. Oui, mais le numéro de dossier ne connecte pas. Ah, ça, on va pouvoir voir tout à l'heure les soucis avec les numéros de dossier. D'accord. Donc oui, on l'expliquait tout à l'heure, hein, ce sera pour les accompagnements alors plus individuels dans la mesure où ils n'entrent pas dans des détails qui ne sont pas communicables en collectif, seront vus sur la fin de la présentation. Cette première partie est vraiment dédiée à la prise en main. Et enfin, le troisième volet à compléter va concerner les besoins de l'usager, son autonomie, les besoins de la vie quotidienne. Alors, ici, vous allez avoir le choix. Je n'ai pas de difficulté particulière, je peux cocher cette case et j'enregistre et je n'ai plus besoin de compléter le reste du dossier. Par contre, si j'ai des besoins particuliers, je vais compléter les questions qui suivent. Donc, de la même façon, une question avec des cases à cocher et toujours un encart champ libre pour argumenter la réponse si vous le souhaitez. J'ai besoin d'aide pour me laver, m'habiller, assurer mon hygiène, gérer mon traitement. La question 2 porte sur la vie courante. J'ai besoin d'aide pour faire mes courses, préparer mes repas, faire le ménage, boire et manger, gérer mon budget, entretenir mon linge. Toujours cet encart champ libre. La troisième question va concerner la mobilité. Est-ce que j'ai besoin d'aide pour me déplacer à l'intérieur, à l'extérieur, monter et descendre les escaliers, utiliser les transports en commun et effectuer des transferts lit-fauteuil, fauteuil-lit par exemple. La quatrième question, elle va concerner les besoins à la vie sociale. J'ai besoin d'aide pour résoudre des problèmes simples, participer à des activités, assurer ma sécurité, respecter les règles de vie. La cinquième question, elle va concerner tout équipement que vous avez besoin pour vous déplacer. J'ai besoin d'une canne, d'un déambulateur, d'un fauteuil roulant ou électrique, manuel ou électrique, d'un lit médicalisé. Je porte un appareil auditif ou des lunettes. Je suis sous oxygène, par exemple. Je porte une orthèse ou une prothèse. Donc, vous pourrez l'indiquer. Et ici, vous pourrez utiliser le petit encart champ libre. Le sixième point, c'est vraiment si vous souhaitez apporter des précisions supplémentaires sur les proches aidants, par exemple. Une fois que ce volet est complété, vous cliquez sur le bouton « Enregistrer » et tous les trois curseurs passent au vert. Vous avez bien complété votre DUA. Y a-t-il des questions déjà sur les trois volets ? Alors, dans le chat, je trouve qu'on doit de nouveau répondre à beaucoup de questions déjà présentes dans le dossier de demande MDPH de départ. Pourquoi de nouveau y répondre puisqu'une notification a été validée? C'est une question très importante.
Alors, vous souhaitez prendre la main, Madame Vaillant, sur des questions? Oui. Alors, sur une partie, l'autre partie plutôt technique, ce sera vous. Alors, c'est vrai que ça peut sembler a priori peu utile, sauf que lorsque vous déposez une demande auprès de la MDPH, vous répondez quasiment aux mêmes questions qui sont pour expliquer et que nos équipes puissent évaluer le besoin dit de compensation. Donc, de vous donner tous les outils possibles qui seront à mettre en place pour compenser ce que limite le handicap. Dès lors que vous faites un dossier, alors jusqu'à aujourd'hui en papier, par établissement, vous allez être amené à répondre à ces mêmes questions parce que l'établissement a besoin d'être sûr de pouvoir répondre à vos questions et à vos besoins. Est-ce qu'il a le bon plateau technique? Est-ce que les équipes correspondent aux besoins de la personne qui est inscrite? Est-ce que la situation géographique correspond? En fait, toutes ces questions-là, elles ne sont pas traitées dans le cadre de la compensation, mais elles sont pour la suite du parcours. En fait, il faut vraiment raisonner dans la continuité. Donc oui, ça peut paraître répéter les choses, sauf que dans un seul et même espace, vous allez pouvoir répondre une nouvelle fois au questionnaire, c'est sûr, mais vous le ferez une seule et unique fois pour tous les établissements que vous allez cibler. Jusqu'à aujourd'hui, et pour ceux qui l'ont déjà fait, vous le savez beaucoup mieux que moi, vous avez plusieurs fois rempli le formulaire de l'établissement en répétant encore et encore. Donc, il y a une deuxième répétition. Oui, mais vous en ferez pas 10 si vous demandez 10 fois l'établissement. Ça, c'est le format d'aujourd'hui. Peut-être que demain, il y aura des ponts qui se feront beaucoup plus clairs entre ce que vous aurez confié à la MDPH et ce qui sera mis dans via trajectoire. Aujourd'hui, on se doit aussi de respecter vos droits, notamment les droits à la protection de vos données. Donc, ne va dans via trajectoire avec votre numéro que ce qui est transmissible. Le reste, ça vous appartient. Vous choisissez l'établissement et les établissements et on vous laisse complètement le libre arbitre, et heureusement d'ailleurs, de choisir ces établissements et vous répétez effectivement une seconde fois. Merci Madame Vaillant. Alors, une fois que vous avez complété votre dossier d'admission, il vous reste à sélectionner les établissements. On va avant tout aborder le second onglet parce que sur ce second onglet, vous allez retrouver les décisions d'orientation qui auront été actées par la MDPH. Donc ici, on est dans cet exemple, je suis sur une orientation CESAD qui a été actée en novembre 2025 et qui est valable jusqu'en mai 2029. Donc ici, vous allez retrouver vos décisions d'orientation. Et vous allez également retrouver celles à venir pour les renouvellements. Et vous retrouverez également les anciennes, celles qui sont expirées. Ça vous donnera un aperçu de tout le parcours que vous avez eu avec la MDPH. Ensuite, pour sélectionner les établissements, je me rends... Oui. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous entendez par décision d'orientation à venir? Les renouvellements. C'est-à-dire que ça va nous faire une alerte sur les renouvellements à effectuer sur celles en cours, en fait? Non, en fait, sur cette plateforme, l'usager va pouvoir retrouver ses décisions d'orientation en cours, celles qui sont à venir, les renouvellements, et celles qui sont expirées. Par exemple, il y a une évolution dans le besoin. Je vais dire, il y a une inscription qui jusqu'alors était plutôt CESAD et finalement, dans la révision et dans le renouvellement du droit, va venir s'inscrire une orientation IME où on est à une bascule d'âge avec de l'IM Pro. Tout à l'heure, il y a cet exemple qui a été proposé dans le chat. Dans les décisions d'orientation à venir, vu que nous, on injecte aussi les éléments liés à votre numéro de dossier, ça va venir s'inscrire ici. Donc, ça va vous faciliter aussi l'accès, alors sans préjuger de ce qui sera présenté après, mais l'accès à cet annuaire notamment. En fait, ça permet de compiler effectivement toute la chronologie des décisions qui vous sont prises, y compris celles qui pourraient changer ou évoluer. Ça anticipe des décisions qui pourraient être prises éventuellement par la suite. Non, c'est après la CDAPH toujours. Hein. Vous comprenez, enfin, oui, je vous mais disais tout à l'heure. Le à venir, je ne comprends pas trop le à venir. C'est peut-être le terme, effectivement, qui est... alors, peut-être qu'on aurait pu l'appeler en renouvellement plutôt que le à venir. Je comprends que ça puisse vous induire en erreur. Mais comme on est en renouvellement, on n'a pas encore la notification. On est après la CDAPH, donc vous avez bien une notification de renouvellement qui arrive après la CDAPH.
Ah, en fait, vous parlez de tout l'historique de la mesure, quoi. Enfin de la Oui, personne, quoi. en fait, oui, c'est Exactement. ça. C'est un historique. Qui est Oui. en cours et n'est plus à venir, normalement. Enfin, Non, parce qu'il y a le temps de charnière. Par exemple, concrètement, il y a déjà une orientation donc, en cours dans un établissement. Je reprends cet exemple. Finalement, il y a au titre du renouvellement ou de la nouvelle évaluation réalisée par la MDPH une modification ou une évolution de ces besoins. On va bien avoir une période où le droit en cours va continuer le temps que on puisse avoir une orientation qui change, et on sait qu'elle ne se fait pas au jour de la décision de la CDAPH. Souvent, il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois qui vont passer, le temps de trouver ce qui peut correspondre, de s'inscrire, etc. Donc, vous voyez, ça vous permet d'avoir deux parcours du même moment, c'est-à-dire celui qui est en cours, et de pouvoir anticiper celui qui sera à venir, et de ne pas avoir une rupture entre l'un et l'autre. Et ça vous offre ça, en fait, la continuité. Je ne sais pas si c'est plus clair. Dites-nous si ce n'est pas clair. C'est vraiment votre formation. Il faut que ça soit clair pour vous. C'est très important. Je peux vous poser une question? Oui. En fait, je reviens encore à la même question. Moi, j'ai pas de modification a priori à faire, sauf les renouvellements. Donc, est-ce que je peux dès aujourd'hui me créer un dossier où j'aurai toutes les notifications, tout l'historique, sans avoir besoin d'un nouvel établissement au jour d'aujourd'hui? Oui, mais du coup, quel intérêt du coup à créer votre DUA si vous ne souhaitez pas resélectionner d'autres établissements? C'est surtout pour vous. Ça vous évite une tâche. L'intérêt d'avoir mon dossier, les notifications, enfin, voilà. Alors ça, c'est pas la vocation de Via Trajectoire et du DUA. Aujourd'hui, pour les personnes qui l'ont déjà utilisé, il y a les demandes faites sur MDPH en ligne, où là, on a déposé son formulaire, au lieu que ce soit le papier et que c'est déposé sur MDPH en ligne. Et après, vous allez avoir la traçabilité. Demain, MDPH en ligne devra vous offrir effectivement toute la capitalisation. Si aujourd'hui, vous avez besoin de l'historique de vos décisions, la MDPH peut vous les fournir, mais le DUA ne sert pas à ça. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et qui communique en parallèle. Je ne sais pas si... Voilà, allez-y, madame. J'essaie de résumer, enfin, voir si j'ai compris. En fait, le but, c'est de faire une demande unique pour plusieurs types d'établissements, c'est ça? Pour tous les établissements, c'est tout à fait. Pour tous les établissements. Donc, ça veut dire que la demande qu'on fait au jour d'aujourd'hui va aller automatiquement dans tous les établissements, ou on choisit les établissements quand même? Ah oui, vous allez les choisir. Vous allez pouvoir choisir les établissements. On en était pile à cet endroit. Voilà, c'est parfait. On en est à ce moment-là. Donc, du coup, je vais poursuivre et vous allez comprendre le cheminement. Donc là, j'ai bien ma décision d'orientation. Dans l'onglet annuaire, je vais venir sélectionner les établissements qui correspondent à mes besoins. Et donc, la chose importante, c'est qu'en plus, je peux délimiter un secteur géographique par rapport à mon lieu de vie. Je vais pouvoir choisir à proximité de chez moi ou autour de 150 km, 200 km, voire illimité sur tous les établissements de France. Je vais mettre 150. Je viens, alors ici, dans la catégorie d'établissement, ne venez sélectionner que l'établissement qui correspond à votre décision d'orientation. Donc là, moi, je suis sur un CESAD et je crois que j'ai mal complété. C'est celle-ci. Le CESAD. Et je viens rechercher les établissements. En cliquant sur rechercher, le logiciel me ressort tous les établissements qui correspondent à mon orientation et en fonction du kilomètre que j'ai défini. Donc ici, on a ce qu'on appelle des tuiles établissements. Je vais pouvoir consulter la fiche de l'établissement. Je vais pouvoir lire ce que propose l'établissement, notamment dans les unités. Je viens vérifier que le type de handicap correspond à mon type de handicap également, parce que vous savez, les établissements, ils reçoivent des agréments. Ils ne peuvent pas accueillir tous les usagers. Ils sont en fait
agréé. Ici, par exemple, cet établissement, il peut accueillir que les personnes qui ont des déficiences visuelles. Et puis, dans l'onglet prestations, ici, vous allez retrouver, alors là, si je suis sur une plateforme de formation, donc je n'ai pas tout le détail, mais ici, vous allez retrouver les types d'accompagnement que propose la structure, les types d'équipements qui sont à disposition pour vous, les catégories de professionnels qui exercent dans la structure. On va essayer de retrouver un autre établissement, celui-ci, un autre, voilà, qui est un peu mieux complété. Dans Unité, voilà, ici, cet établissement propose de la prestation en milieu ordinaire pour des usagers en déficience intellectuelle. Et dans Prestations, donc pareil, ici, ce n'est pas complété, mais sur la plateforme officielle, vous aurez le détail de l'accompagnement que propose la structure. Donc, vous allez consulter comme ça les différentes fiches et vous allez pouvoir cliquer sur « Envoyer la demande ». Sur chaque établissement, il faudra renouveler la même chose. Ici, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir. Il faudra bien cocher cette petite case qui indique que vous autorisez l'établissement à consulter votre DUA. Sinon, il ne peut pas vous répondre et vous ne pourrez pas envoyer la demande. Donc, j'envoie la demande. J'ai une petite fenêtre ici qui s'ouvre m'indiquant que ma demande a bien été envoyée sur l'établissement que j'ai sélectionné. Donc, je vais en sélectionner un autre, par exemple. Je crois que c'est celui-ci, c'est fait. On va prendre celui-ci. Pareil, j'envoie ma demande. Et je répète ainsi sur les établissements qui correspondent à mon besoin. Et après, pour m'y retrouver quand même, de savoir, parce que là, je ne me souviens plus quel établissement j'ai sélectionné, je reviens sur mon onglet « Mes décisions et mes demandes ». Et ici, en fait, je retrouve tous les établissements sur lesquels j'ai envoyé une demande. Et c'est sur cette plateforme que vous allez pouvoir voir quels sont les établissements qui ont lu votre demande. Par exemple, ici, c'est une nouvelle que je viens d'envoyer aujourd'hui. Il y a cette petite flèche qui va vers la droite. Cela signifie que l'établissement n'a pas encore consulté votre demande. Quand il y aura ce petit œil, cela signifie que l'établissement a lu votre demande. Et par exemple, lorsque l'établissement actera une liste d'attente, vous allez recevoir par mail une notification, un message vous disant que tel établissement a placé votre demande en liste d'attente. Et donc, vous aurez un petit sablier ici à la place. Est-ce que c'est clair pour la sélection des établissements, mesdames, messieurs? On a une question sur comment trouver, sur l'habitat inclusif, les familles gouvernantes dans les établissements, donc l'habitat inclusif. Alors, les familles gouvernantes, elles ne sont pas telles quelles dans Via Trajectoire. Ce ne sont pas des établissements que l'on peut notifier. Quelle catégorie d'établissements, s'il vous plaît? Il faudrait peut-être m'orienter parce que du coup… Oui, Madame qui posait la question. Allez-y, Madame, précisez si vous voulez bien, ou par le chat ou par micro, hein, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Famille gouvernante, c'est rattaché au SAVS. SAVS, d'accord. Très bien. Et donc là, vous avez donc une décision d'orientation SAVS. Donc, vous allez devoir sélectionner les SAVS, du coup. Donc là, vous retrouverez tous les SAVS de France ou en fonction du périmètre géographique que vous aurez défini dans votre recherche d'établissement. Donc, il faudra rechercher SAVS et non pas famille gouvernante. On a une question dans la salle. Oui. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a une normalisation de la gestion des listes d'attente par les établissements ou c'est juste une validation par l'établissement qui a reçu le dossier qui dit « OK, liste d'attente ». Est-ce qu'on a un visu sur la gestion particulière des listes d'attente? Alors, très bonne remarque. Au niveau des listes d'attente, l'établissement va acter une liste d'attente, effectivement, mais vous n'aurez pas un visuel sur un rang spécifique parce qu'il n'en existe pas vraiment en tant que tel. C'est vraiment en fonction des situations. Par exemple, on va avoir des situations qui sont urgentes. Donc là, forcément, il y aura des priorisations en fonction du degré d'urgence de traitement pour le parcours de l'usager.
Y a-t-il d'autres? Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, du coup, madame, j'ai répondu par rapport à la liste d'attente. Elle a une orientation SAVS pour pouvoir intégrer la famille gouvernante. Oui, Donc, c'était la oui, réponse à la question tout à l'heure, hein, je crois. ouais, ouais. Donc, c'est parfait. Vous pouvez sélectionner les établissements SAVS pour la personne que vous accompagnez. On a une autre question aussi. Oui, je vous écoute. Bonjour, comment ça se passe pour justement pour les jeunes mineurs placés? Parce que c'est les parents qui ont l'autorité parentale, mais nous, comment on peut avoir un visu sur on peut pas, enfin, il n'y a pas de double visu ou de choses comme ça? Alors, vous êtes qui? Pardon, excusez-moi, vous êtes une mandataire ou que je puisse comprendre la situation? On n'appelle pas ça mandataire. Non, une éducatrice. Ah, d'accord. Donc, vous êtes une éducatrice, ok. Donc, si l'enfant, enfin, l'usager que vous accompagnez est sous mesure de protection, alors Ouais. c'est soit le curateur, le tuteur qui est le représentant légal. Donc, c'est lui qui va constituer le dossier pour votre usager. Ensuite, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Si l'enfant est en ASE et qui n'a pas encore eu de mesure de protection d'acté, eh bien, par exemple, c'est le travailleur social de la structure qui va compléter le DUA. Excusez-moi, c'est le travailleur social de la structure ou c'est le travailleur social de la circonscription de solidarité départementale qui administre le placement? Je pose la question. Allez-y, Madame Vaillant, parce qu'on est sur deux choses différentes. Oui. Là, on est de nouveau dans des questions vraiment très liées aux professionnels, donc avec des interfaces et des habilitations sur l'outil. Ça va être difficile de vous faire une réponse simple et unique. Souvent, je vais répondre souvent plutôt que de valeur absolue. Il s'agit de la personne en charge du dossier de l'accompagnement, donc plutôt la CSD qui va le faire et qui va se charger de coordonner l'information, notamment sur la question de l'éducateur qui pourra accompagner la famille. On a toujours un référent dossier sur ces situations pour ne pas donner accès à tout et à tout le monde. Vous doutez bien que déjà pour la question de la protection des données, pour la question aussi de l'efficacité de l'outil, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça répond un peu aux deux questions de façon simultanée. La personne référente du dossier dans la situation que vous exposez, ce sera le référent CSD et après, charge à lui de diffuser l'information, notamment aux équipes éducatives autour de l'enfant, notamment pour cet exemple. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, chose importante pour poursuivre sur cette plateforme, à tout moment, vous allez pouvoir contacter le support national usager si vous êtes en difficulté. Vous allez retrouver sur la décision d'orientation déjà le numéro de téléphone du support national usager et vous allez également le retrouver ici dans l'onglet besoin d'aide. Vous allez retrouver ce numéro de téléphone qui est un numéro de téléphone gratuit. Ce sont des professionnels qui peuvent vous accompagner si vous vous retrouvez en difficulté, par exemple sur une question. Et il y a également un formulaire de contact, donc ça sera un échange par mail. Donc ça, c'est vraiment le support qui est dédié lorsque vous rencontrez des difficultés particulières, par exemple. Donc voilà à quoi correspond votre espace particulier, ce que regroupe l'espace particulier. Et une fois que, comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez envoyé les demandes, eh bien, vous allez attendre le retour des établissements et sur le second onglet, vous allez retrouver l'ensemble des établissements que vous avez sélectionnés. Vous allez également pouvoir annuler des demandes sur un établissement si, par exemple, vous n'avez plus envie de l'intégrer. Je finis et je vous donne la parole. Vous allez pouvoir annuler la demande sur un établissement, compléter donc le petit formulaire, soit par choix personnel, soit parce que vous êtes déménagé, soit parce que vous avez fait une erreur, et vous annulez la demande. Donc là, je vais juste mettre que j'ai fait une erreur. J'annule ma demande. Donc à partir de là, on voit que sur cet établissement, j'ai bien annulé ma demande en date du 6 juin. Et si par exemple, je souhaite à nouveau refaire une demande sur cet établissement, eh bien, je réactive tout simplement ma demande et l'établissement reçoit à nouveau mon dossier. Alors, je vais répondre. Il y avait une personne qui avait une question, qui avait pris la parole. Oui, excusez-moi, j'avais une question concernant les notifications de décision. C'est tout par rapport au contact du support.
si je rentre un numéro de notification et que les données ne sont pas bonnes par rapport à ce que je vois dans le logiciel, enfin, dans Via Trajectoire, est-ce que je dois contacter le support Via Trajectoire que vous nous donnez là, ou est-ce qu'il faut contacter la MDPH? Alors, des informations erronées sur la partie administrative? Oui, surtout Alors, liées aux je- notifications. alors, en début de session, je vous ai dit tout ce qu'il y a sur la partie administrative, vous pouvez les modifier. Si par exemple, Non, il y a une erreur. je parle des notifications préenregistrées. Quand on rentre le numéro de notification, vous savez, vous avez toutes les données à la fin là, qui se renseignent d'elles-mêmes. La date de début, de fin de notification, etc. du droit. Oui, ici, oui. Ouais. Si ces données ne sont pas bonnes, est-ce que je dois appeler le support via Trajectoire ou est-ce que je dois appeler la MDPH pour correction de ces données? Alors, déjà, il faut comprendre, il faudrait qu'on ait un peu plus des éléments. Qu'est-ce que vous appelez ces éléments ne sont pas à jour? Parce que c'est quand même des éléments qui sont instruits par la MDPH. Donc, j'imagine que ma date de fin de droit, finalement, sur ma notification officielle papier, c'est 2029 et qu'il a été tapé 2026, donc mon droit, il n'est pas à jour. Vous voyez, une erreur de frappe, on en voit tous les jours, hein, des petites erreurs comme ça. Est-ce que c'est vous qu'on doit contacter ou est-ce que c'est la MDPH pour rectifier? Alors, non, là, le support, malheureusement, ne pourra pas vous aider parce que là, c'est vraiment sur une décision d'orientation. Oui, il faudra vous approcher dans un premier temps de la MDPH pour leur expliquer ce cas particulier. Est-ce que c'est vraiment une erreur ou pas? Parce qu'effectivement, le support national ne pourra pas vous aider sur cette démarche. Madame Vaillant, je suis un peu, voilà, je vous laisse compléter parce que bon, oui, en fait, il y a deux choses parce que effectivement, la notification, alors vous avez raison, les fautes de frappe peuvent arriver, même s'il y a un grand contrôle qui est fait, bien sûr, avant chaque édition, ça peut arriver. Et donc, de fait, c'est avec la MDPH directement qu'il faut le traiter parce qu'il y a aussi des durées qui peuvent varier selon la notification et selon le droit attribué. Donc, alors aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui arrivent pour synchroniser et mettre toutes les dates en même temps, et tant mieux, et pour vous et pour la MDPH, parce que c'est quand même plus clair pour suivre sa situation. Aujourd'hui, il y a des dates différentielles. Parfois, on a même des droits sans limitation de durée. Donc, la date de fin, elle peut varier. Donc, dans la clé de lecture, ça peut aussi, du coup, on peut avoir une impression erronée. Donc, première porte d'entrée, si une impression ou une réalité d'erreur, c'est appeler l'accueil de la MDPH pour signaler cette potentielle erreur et faire le point sur la situation, évidemment. D'accord. Ok. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions, mesdames, messieurs? Question en salle. Une fois qu'on a été attribué à un établissement, il faut annuler les autres ou ça se fait tout seul? Très bonne remarque. Alors, vous aurez le choix. Lorsqu'un établissement va acter une entrée, vous aurez un message, une notification vous demandant si vous souhaitez conserver les demandes sur les autres établissements. Parce que peut-être que finalement, cet établissement n'était pas votre choix prioritaire, mais pour éviter une rupture de parcours, au moins, vous allez pouvoir rentrer sur cet établissement et conserver les demandes sur les autres établissements. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je voudrais revenir à la question du monsieur tout à l'heure. Quand on a une orientation MDPH pour une AESH ou une classe Ulysse, est-ce qu'on passe par Via Trajectoire ou est-ce qu'on passe directement par les collèges et les lycées, les écoles Alors, si vous avez une orientation de la MDPH, si vous avez reçu la décision d'orientation, vous allez pouvoir faire une recherche sur des structures qui accompagnent ce qu'on appelle, qui font de la prestation en milieu ordinaire. Mais tout dépendra de la décision d'orientation que vous avez reçue de la MDPH. Donc ensuite, oui, vous allez pouvoir sélectionner les établissements depuis Via Trajectoire. Je crois que ça n'a pas répondu vraiment à la question de la dame. Non. Ah.
Madame Vaillant, quel type de décision d'orientation vous proposez pour ces types d'accompagnement? Ça sera du CESAD? Ça sera quel type de je puisse orienter, En fait, c'est pas la question. Je crois avoir compris que la question, c'était dès lors qu'il y a des besoins d'orientation spécifique à l'éducation nationale en milieu ordinaire. C'était ça, madame, la question, je crois. C'est ça. Oui. Donc, du coup, cette partie d'orientation est traitée directement avec l'éducation nationale. Donc, c'est pas via trajectoire. Cette fois, on n'est pas dans le même cheminement. Retenez qu'en fait, pour utiliser la plateforme Via Trajectoire, vous devez disposer d'une décision d'orientation qui émane de la MDPH. Auquel cas, ça ne passera pas par l'outil Via Trajectoire. Mais là, c'est surtout qu'on est vers des orientations d'intervention médico-sociale. En fait, c'est ça la petite nuance, c'est-à-dire qu'il y a des décisions. Je vais prendre un exemple très simple. La demande d'AESH. Lorsqu'on vous notifie et vous recevez la notification d'attribution d'une AESH, d'un accompagnement d'enfants en situation de handicap dans les classes, sur la notification, si vous regardez bien en bas, en bas de la première page, on vous indique le numéro de l'éducation nationale, notamment de l'inspection de l'éducation nationale, en charge de l'attribution des droits handicap, avec un numéro de téléphone à contacter, parce que ce sont eux qui vont attribuer, là, les personnes, ils gèrent leur personnel. Nous, on notifie, on attribue le droit. Donc, pour faire cet exemple, et je crois cette fois répondre à la question, madame, c'est dès que c'est l'éducation nationale, on vous indique la référence et qui contacter, puisqu'il n'y a pas une inscription médico-sociale avec des équipes d'éducateurs notamment qui vont intervenir. Ça va être vraiment les employés du ministère de l'Éducation nationale qui vont prendre en charge votre enfant, même l'AESH. Donc, le parcours va être directement avec l'éducation nationale. S'il y a un besoin, CESAD par exemple, qui est notre exemple actuel, là, cette fois, vous allez aller via Trajectoire pour vous aider à inscrire votre enfant. Est-ce que là, ça répond mieux à la question? Oui. Excusez-moi. Non, c'est pas grave, c'est l'intérêt du travail d'équipe. Oui, c'est des notions que je n'avais pas effectivement sur ce type d'orientation. Avec plaisir. Y a-t-il d'autres remarques ou des questions? Que pensez-vous justement du coup de l'outil pour vos prochaines demandes? Vous avez aussi le droit de dire si ça ne vous plaît pas, évidemment. C'est l'objectif de cette formation. Exactement. Soyons libres de parole. Voilà. J'ai une autre question, excusez-moi, qui me vient. Je voulais savoir si, vous savez, quand on sélectionne les établissements, est-ce qu'il est possible de les mettre, plutôt que d'envoyer directement le dossier, est-ce qu'il est possible, comme dans les EHPAD, de pouvoir le faire patienter, enfin, avoir notre liste d'établissements? Je vois tout à fait ce que vous... Oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire, parce que je gère aussi le grand âge. Donc non, sur la partie handicap, vous n'avez pas une présélection avant envoi. D'accord. Ça, c'est dommage. Pratique. Ouais, oui, ça, c'est dommage. Je vous rejoins d'avoir un petit peu des étoiles favoris pour l'avoir exploité sur la partie grand âge. C'est vrai que ça permet de collecter, puis d'y voir clair et de demander ensuite. Je vous rejoins complètement. Petite commande. Je garde cette remarque pour la faire remonter au niveau national. C'est vrai que ça permet d'avoir le temps de poser, de vérifier, etc. Et ça peut être extrêmement utile, notamment pour la visu de la suite. Je rejoins complètement, madame. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. On a une question d'Isabelle concernant une orientation ESAT. Est-ce qu'on va sur Via Trajectoire? Oui, madame, vous pouvez vous rendre sur Via Trajectoire pour constituer votre dossier et envoyer vos demandes auprès des ESAT que vous aurez sélectionnés. Donc, oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Quand on a transmis le dossier, qu'on a visualisé que le dossier avait été reçu et visualisé par une structure, qu'est-ce que vous préconisez en termes de temporalité de relance? Alors, c'est une remarque intéressante. Alors, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de délai défini par chaque établissement. Ce qui est demandé aux établissements, c'est d'instruire, de prendre connaissance de tous les
toutes les demandes et de vous apporter une réponse. Moi, je vous dirais que vous avez les coordonnées de l'établissement ici. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à les contacter. Si vous n'avez pas reçu de réponse, n'hésitez pas à les contacter en leur disant, ben voilà, moi, je vous ai envoyé une demande à telle date. Avez-vous pu en prendre connaissance? Voilà, j'attends une réponse pour moi-même ou mon enfant ou la personne que j'accompagne. Oui, c'était l'objet de ma remarque, puisque vous posiez la question. Je me permets d'y apporter peut-être un élément de réponse sur les limites. Alors, je ne l'ai pas utilisé forcément encore, mais l'intérêt pour moi en tant que responsable de structure médico-sociale, c'est de pouvoir gagner en fluidité sur les réorientations et pourquoi pas les admissions, forcément. Donc là, je vois que je vais être amené à devoir, avec éthique morale, répondre à des demandes qui vont arriver sur le site. Par contre, la critique, mes collègues homologues en face de même, n'est pas certaine. Et je ne vois pas à ce stade-là le progrès, en fait, dans le traitement des demandes de réorientation. Moi, je suis en responsabilité d'un foyer de vie. Je fais pas mal de demandes de réorientation sur les femmes, par exemple. Aujourd'hui, je vous dirais, monsieur, ça relève, vu que vous êtes responsable d'un ESMS ou de plusieurs ESMS, c'est aujourd'hui, lorsque la MDPH vous préconise, vous mettez combien de temps à répondre à la demande de la MDPH? Donc après, j'attends pas de réponse, c'est juste, mettez-vous, là, vous allez avoir en plus, donc la MDPH qui va vous préconiser, mais en plus, vous allez avoir des usagers qui vont vous faire des demandes d'admission. Je n'attends pas de réponse. La temporalité, c'est exactement la même que celle que vous préconisez aujourd'hui, que ce soit sur préconisation MDPH ou un usager qui vous sollicite. Oui, bien sûr. Après, j'ai l'outrecuidance de croire que je gère ma liste d'attente de manière transparente. J'ai déjà eu de téléphone de mes collègues responsables. Donc, voilà, pour répondre à votre question, je ne situe pas bien en termes de réorientation là où est le progrès finalement. Alors, en fait, c'est pas l'objet, en tout cas sur cette formation. Alors, il y a des formations destinées aux professionnels où effectivement la question du traitement du dossier arrivé est importante. Sur la partie, effectivement, vous parliez par exemple d'un transfert ou d'une réorientation. L'objectif, c'est de permettre à l'usager ou à vous, lorsque vous le faites pour le compte de l'usager, de le faire une fois. Et c'est ça qui compte. Aujourd'hui, l'usager qui devrait être réorienté, peut-être que vous-même, vous seriez amené à faire 3 demandes dans 3 établissements, peut-être même 3 dossiers. Aujourd'hui, l'outil, il vous permet de le faire une fois. On est vraiment dans la notion de « dites-le nous une fois ». Vous voyez, et c'est ça l'amélioration. Après, sur la question de l'intérêt pour les ESMS, d'ailleurs, on a envoyé un questionnaire sur ce sujet parce qu'il y a déjà eu toute une vague de formation des professionnels justement pour l'appropriation avant même de le faire pour les usagers. Et on vous invitera justement à signaler cette particularité. Et votre remarque, elle est extrêmement importante et intéressante. En tout cas, pour moi, elle l'est. C'est important que vous puissiez, via ce questionnaire, nous remonter ces questionnements-là et de pouvoir, de toute façon, on va vous proposer un temps d'échange justement de comment on facilite la coordination entre établissements pour qu'après l'usager, dès lors qu'il fasse toutes ces étapes qu'on vient de vous montrer, puisse aussi, lui, que ce soit le plus simple, mais que ce soit suivi des faits. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre remarque ou à votre question, mais en tout cas, sachez qu'on n'en fait pas une valeur absolue. Vous voyez, on est déjà entre nous, on se dit déjà, il y a ça à ajouter, la pré-liste, etc. Donc ça, c'est un état de fait. Mais il y a aussi l'importance que les établissements, vous nous remontiez l'intérêt de l'exercice et la limite de l'exercice, puisqu'il y en a. C'est l'avantage du pilotage, mais aussi la contrainte d'un pilotage pour une région, et de pouvoir en tenir compte et de aussi peut-être développer des interfaces ou des pratiques professionnelles et de vous aider là-dessus. Alors, je n'y manquerai pas, merci beaucoup. Avec grand plaisir, vraiment c'est très très important et je vous invite à le faire parce qu'on en a besoin. D'autres régions le font comme nous, il n'y a pas que la Marne qui le fait et heureusement, et il y a encore des choses à améliorer et toutes ces remarques-là, elles nous sont précieuses puisque c'est votre quotidien et là nous on n'intervient pas dessus mais on est là pour vous appuyer et vous soutenir. Donc vraiment n'hésitez pas à le faire, on en tiendra vraiment compte, c'est ça que je tiens à vous dire. Merci.
Alors, on a une remarque de Madame Pri qui dit que l'outil est intéressant, mais devrait être associé aux demandes initiales à la MDPH pour l'orientation au lieu du dossier papier. Alors, il existe MDPH en ligne, ce n'est pas l'objet de cette formation, mais on en fera d'ailleurs des formations avec Monsieur Deplace. On va vous proposer des formations de prise en main sur MDPH en ligne pour faire votre formulaire en ligne. Vous savez qu'il y a un certain nombre de travaux nationaux pour simplifier le formulaire. Et pour vous comme pour nous, j'ai envie de dire hurrah et enfin, parce qu'il est quand même impressionnant, voilà, très utile mais impressionnant. Et on va vous proposer des réunions, notamment pour les personnes qui sont en première demande, sur le formulaire, sur les droits handicap et sur la manière d'aller sur MDPH en ligne, comme on le fait sur le DUA. Donc ça vous sera proposé certainement dès le mois de septembre. Je vais me permettre de vous montrer, donc là j'ai envoyé ma demande auprès d'un établissement et un établissement a répondu à ma demande, donc je vais vous repartager mon écran. Donc vous allez recevoir donc un mail de notification vous indiquant eh bien, que votre numéro de dossier a été placé en liste d'attente sur tel établissement. Et donc, vous aurez un lien pour vous reconnecter à votre dossier. Donc là, si je me reconnecte à mon dossier, eh bien, j'ai le sablier qui m'indique que cet établissement donc, a placé ma demande en liste d'attente. Voilà. C'est le fameux petit sablier tout à l'heure dont je vous parlais pour la liste d'attente. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou, par rapport à la liste d'attente? Alors, je sais, enfin, dans le groupe précédent, on nous a dit, je vous partage cette remarque, on nous a dit, bah oui, mais moi, j'ai pas mon numéro dans la liste d'attente. Alors, c'est vrai que Via Trajectoire l'offre pas, mais c'est très compliqué de pouvoir avoir un nombre ou un placement absolu dans une liste d'attente. Il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent en jeu. Donc, c'est aussi pour ça qu'évidemment, les établissements seraient en grande difficulté s'ils devaient mettre un numéro d'ordre. Donc, voilà, je le précise puisque la question avait été posée et de façon très utile de la fois d'avant. Alors, Madame, vous avez dit merci, Madame, de faire parvenir l'invitation pour la MDPH. Je ne sais pas quelle est votre demande ou votre attente par rapport à cette demande. Oui, je pense. Je pense J'ai que pas entendu. Ça doit être pour MDPH en ligne, à mon avis. Ah oui, d'accord. Eh ben, donc, on fera une publicité. Bah, si vous avez réussi à trouver l'information pour le DUA aujourd'hui, vous la trouverez pour MDPH en ligne. On est en train de travailler sur le projet et de faire quelque chose qui soit le plus utile et ludique possible. Donc, ça viendra, je vous dis, au plus tard pour la rentrée de septembre. Et on le fera très régulièrement parce qu'il faut que ça puisse vous être très utile. Et enfin, mesdames, messieurs, le dernier exemple, une entrée a été actée. Donc là, j'ai reçu un mail de notification m'indiquant qu'une entrée avait été actée. Et donc, vous voyez, sur les autres demandes, je peux soit maintenir ma demande ou pas, mais dans tous les cas, sans action de ma part, la demande, elle sera annulée donc dans un mois. Donc là, ici, à partir du 7 juin. Donc là, je peux maintenir cette demande, donc je confirme. Et donc, la demande est renvoyée à nouveau à l'établissement. Et donc, par exemple, si sur celle-ci, je ne souhaite pas maintenir la demande, elle s'annulera automatiquement le 7 juin. Voilà pour la petite démonstration de l'espace particulier aujourd'hui, comment constituer mon DUA depuis Via Trajectoire à partir d'une décision d'orientation. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques là, on va dire un peu à chaud, en dehors de celles que voilà, l'un de nos gestionnaires a bien voulu nous partager? Est-ce que pour toutes les personnes, non mais c'est très bien, vraiment, je vous assure, c'est vraiment important pour nous. Mais voilà, est-ce que sur les autres aussi participants, vous avez envie de nous partager un retour? Vous êtes la 2e édition, pour tout vous dire. On vient de commencer, donc tout est perfectible et à améliorer, évidemment. Voilà, qu'est-ce que... Des remarques ou des questions? Parole libre, toujours. Ici, tout a l'air OK. OK. Sur le chat, pas de remarques non plus.
Et ben voilà. Très bien. Donc, peut-être qu'on peut dire que il y a eu un enregistrement de cette séance et qu'elle va être mise à disposition par la suite pour que ce soit un replay. Donc, on va voir un peu pour préparer tout ça, notamment pouvoir masquer les choses qui doivent l'être, notamment sur les droits des personnes, hein, vous le savez, le droit à l'image. Donc, voilà, le temps de préparer tout ça et puis peut-être préciser les documents qu'on va partager après la formation. Ouais. Je sais pas, Jérémy ou. Ça peut être utile, ouais. Ouais, ça peut être bien. Donc le PowerPoint, hein, la présentation que vous recevrez par la suite et vous pourrez revoir cette formation le moment voulu. Vous pourrez être guidé pas à pas grâce à la démonstration qui vous a été proposée. Et ça, on a la présentation en PowerPoint qui va être transférée. On aura donc la vidéo. On aura également le dépliant DUA si vous ne l'avez pas encore eu. On aura la fiche technique, enfin la fiche FALC de l'utilisation des UA, effectivement, si vous en avez besoin, ou la transmettre à d'autres personnes. Et on a, je crois que c'est tout ça, voilà, c'est les documents qu'on va vous transférer. On vous transférera également un petit questionnaire. Si vous avez quelques minutes pour y répondre, effectivement, afin de voir les points positifs, négatifs, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et si vous avez d'autres questions qui vous sont revenues après tout, ce qui peut arriver aussi. On va vous l'envoyer, ça prend vraiment pas longtemps, ça pourra aider effectivement Pulsi et nous-mêmes aussi pour les évolutions futures. Donc, n'hésitez pas à y répondre, ça serait top. Et moi, je tiens évidemment à vous remercier pour votre contribution, votre patience, d'être là aussi, parce qu'on le fait pour vous, mais c'est bien aussi qu'on ait du monde de présent et on se tient évidemment à votre disposition pour tout ce qui sera individuel. Moi, j'ai noté les différentes questions plus individuelles dans le chat pour qu'on puisse revenir vers vous et tout ce qui va être attrait vraiment à la difficulté de Via Trajectoire à Pulsi très spécifiquement. Peut-être, si vous voulez bien partager le numéro à joindre et les modalités Pulsi. Vous avez votre micro coupé. Voilà. Merci. Je vous mets tout ça dans les conversations. Voilà. Hop. Donc, ce qui sera dans la conversation, je vous le repartagerai aussi, le numéro, tout ça pour Pulsi, si vous avez des questions spécifiques avec eux. Le chat l'aura, mais vous, on vous le transférera également. On le transfère avec les pièces. Okay. Et donc, d'autres formations, alors pour les professionnels qui étaient parmi nous, sachez qu'il y a d'autres dates de formation et de prise en main Pulsi vers 100 professionnels qui continuent à être proposés sur le territoire. Donc, peut-être, Nassima, si vous voulez bien expliquer les modalités pour trouver le calendrier. Exactement. N'hésitez pas à me contacter là pour tous les professionnels qui sont accompagnants justement au DUA sur mon adresse viatrajectoire@pulsi.fr. Je vous la mets tout de suite dans l'onglet. Donc, je propose des formations donc, pour les professionnels une fois par semaine. Donc, vous pouvez vous inscrire aux sessions, celle qui vous convient le mieux, que vous soyez. Alors, il y a 2 types de sessions. Je vous les donnerai lorsque vous m'en ferez la demande. La session destinée aux ESMS directement. Sur cette session, donc, on fait un rappel des usages de Via Trajectoire, comment traiter les notifications et comment répondre à l'usager qui vous a envoyé un DUA sur votre tableau de bord. Et la seconde formation, donc destinée aux accompagnants professionnels, où là, on voit ensemble, en fonction du professionnel que vous êtes, soit vous avez un tableau de bord professionnel, soit vous accédez directement à la plateforme usager pour accompagner votre usager. Voilà. Donc, pour toutes ces questions, vraiment, n'hésitez pas à me contacter sur viatrajectoire@pulsi.fr. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Et ben voilà, on vous souhaite un bon après-midi. On vous renouvelle nos remerciements pour votre contribution et votre participation active à ce moment. Et bien sûr, que ce soit les équipes de la MDPH ou de Pulsi, vous l'aurez compris, on est à votre entière disposition pour la suite de l'usage de ce DUA. Merci à tous et une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.